Le témoin silencieux de cette infamie n'est pas un homme, mais une porte. Une plaque de bois sombre et écaillée portant le numéro 552, scellée par la paranoïa et le temps dans les couloirs feutrés de l'hôtel Herald Square. Derrière ce panneau de chêne, le monde s'est arrêté en 1907. À l'extérieur, New York s'effondre sous le poids de la Grande Dépression. Les hommes se jettent des gratte-ciel et les files d'attente pour la soupe populaire s'étirent comme des cicatrices sur le bitume de Manhattan. Mais le 5 mars 1931, à 6 heures précises, un craquement sinistre déchire le silence de l'étage. La porte s'entr'ouvre, une créature s'en échappe, une apparition spectrale de 93 ans, le corps courbé par le poids de secrets qu'aucune confession ne pourrait absoudre. Elle ne pèse pas plus de 30 kilos, un sac d'os enveloppé dans une chemise de nuit jaunie, mais ses cris perçant l'air vicié du couloir. Sa sœur est en train de mourir. Ce que les enquêteurs vont découvrir en franchissant ce seuil ne relève pas de la simple excentricité, mais d'une pathologie de l'avarice portée au rang d'art macabre. La suite 552 n'était plus une chambre d'hôtel, c'était un tombeau rempli d'or. L'air y était si dense, chargé d'une odeur de vieux papier, de poissons crus et de poussière séculaire, qu'il semblait pouvoir être découpé au couteau. Le directeur de l'établissement, qui n'avait pas vu ses occupantes depuis 7 ans, contemple le désastre. Des piles de journaux s'élevant jusqu'au plafond comme des colonnes de temples oubliés, des boîtes de craquelins vides et des cigares de La Havane éparpillés parmi des détritus accumulés sur 2 décennies. Mais sous cette crasse, dans le silence de ces murs qui ont tout absorbé, repose une fortune qui ferait trembler les banquiers de Wall Street. Des certificats d'action, des obligations, des colliers de diamants d'une valeur de 40 000 $ gisant dans des boîtes à chaussures. La misère apparente n'était qu'un masque, une stratégie de dissimulation d'une efficacité terrifiante. Ida Wood n'était pas folle. Elle était une forteresse. Le spectacle de la mort de Mary Mayfield, la compagne de réclusion, n'est que le prologue d'une tragédie plus vaste. Alors que les avocats de la firme O'Brien débarquent dans cette puanteur, Ida commence à parler. Sa voix est un murmure de velours et de glace. Elle évoque des bals à la Maison-Blanche, des valses avec le prince de Galles, des conversations avec Abraham Lincoln. Elle se présente comme la veuve de Benjamin Wood, magnat de la presse et membre du Congrès, une reine de la haute société de New York disparue des radars. Les hommes de loi s'interrogent. Comment cette épave humaine, dont la peau est restée étrangement rose et lisse grâce à des couches de vaseline appliquées quotidiennement, peut-elle être l'icône de la 5e avenue ? Le doute s'installe. Mais la réalité frappe plus fort encore. En examinant la vieille femme endormie, les infirmières sentent une masse inhabituelle sous son vêtement de nuit. Une poche secrète, cousue à même la doublure, contient 500 000 $ en billets de 10 000. Des liasses de billets verts pressés contre sa peau flétrie, comme si l'argent était le seul organe qui la maintenait encore en vie. Car le plus grand secret d'Ida Wood n'était pas caché dans sa chemise de nuit, mais dans son sang. Alors que les journaux s'emparent de l'histoire de la misérable millionnaire, une enquête internationale s'amorce, creusant sous les couches de mensonges qu'elle a méticuleusement empilées pendant un demi-siècle. La belle du Sud, la muse des puissants, la noble héritière, n'a jamais existé. Tout n'était qu'une construction, un théâtre d'ombre conçu par une femme qui avait compris que dans l'Amérique du 19e siècle, on pouvait s'inventer une lignée si l'on possédait assez d'audace et de mépris pour la vérité. La réalité est bien plus prosaïque et infiniment plus brutale. Elle nous ramène loin de l'éclat des lustres de cristal, dans les bas-fonds d'une ville industrielle anglaise noyée sous la suie. Ida Wood est née Helen Walsh. Le 14 janvier 1838, dans la cité drapière d'Oldham, le ciel n'était pas fait d'azur, mais de fumée de charbon. Fille de Thomas Walsh, un immigrant irlandais dont les mains étaient calleuses à force de porter le poids d'un monde qui ne voulait pas de lui. Et d'Anne Crawford, elle a grandi dans l'ombre des filatures de coton. Oldham était une usine à ciel ouvert, un lieu où le rythme de la vie était dicté par le sifflet des machines et où l'air saturé de particules de textile rongeait les poumons des enfants. C'est ici, dans cette grisaille où l'on se battait pour une miche de pain, que le venin de l'ambition a commencé à couler dans les veines d'Hélène. Elle a vu ses parents fuir la famine irlandaise pour la misère anglaise, puis traverser l'Atlantique sur des navires-cercueils où la maladie tuait plus sûrement que la tempête. L'arrivée dans le Massachusetts, à Malden, n'a rien eu d'un conte de fées. Les Walsh étaient des parias, des Irlandais méprisés dans une Amérique puritaine qui voyait en eux une menace pour la civilisation. Hélène a compris très tôt que le travail honnête ne menait qu'à une tombe anonyme dans un cimetière boueux. Elle a observé les riches,
Elle a appris leur langage, leur code, leurs faiblesses. Elle a décidé de tuer Ellen Walsh pour donner naissance à Ida Mayfield. Ce n'était pas une simple fuite, c'était une exécution. Elle a effacé son passé, ses racines, sa famille, ne gardant avec elle que sa sœur et sa mère, qu'elle transformerait plus tard en complices de sa grande illusion. Chaque pas vers New York était un pas de plus vers l'abîme du mensonge, mais elle marchait la tête haute, portée par une volonté de faire et une haine viscérale de la pauvreté. Elle ne savait pas encore que le trône qu'elle s'apprêtait à conquérir exigerait un tribut qu'elle paierait pendant 24 ans dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel. Car si l'on peut tromper le monde entier, on ne peut jamais échapper au regard de celle que l'on a assassinée pour devenir une reine. L'ascension allait être fulgurante, mais le prix de la chute était déjà inscrit dans les plis de son destin. Le Massachusetts des années 1840 n'était pas une terre d'accueil. C'était un champ de bataille silencieux où les visages familiers des églises catholiques ne servaient que de maigres remparts contre la haine. L'odeur du mépris était aussi tenace que celle du poisson séché sur les docks. Partout, sur les vitrines des boutiques et les grilles des usines, ces 4 mots claquaient comme des fouets « No Irish need apply ». Les Irlandais n'étaient pas des citoyens. Ils étaient une nuisance, une marée humaine accusée de drainer les salaires et d'importer la superstition papiste dans la pureté protestante de l'Amérique. Thomas Walsh, le père, n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Qu'il ait été colporteur de pacotille ou ouvrier textile n'avait aucune importance pour l'élite de Boston. Il n'était qu'un rouage usé, une promesse brisée par la réalité d'un pays qui préférait voir ses nouveaux arrivants crever dans la boue plutôt que de leur offrir une chaise à table. Pour la jeune Hélène, l'enfance ne fut pas un souvenir, mais une corvée qui s'arrêta net à l'âge de 12 ans. Entrer en service domestique n'était pas un choix, c'était une sentence. Mais là où d'autres filles de paysans irlandais ne voyaient que des sols à récurer et des crachoirs à vider, Hélène Walsh vit une académie du mensonge. Dans les demeures opulentes de Malden, elle ne se contentait pas de servir le thé. Elle l'étudiait. Elle observait la courbure exacte d'un petit doigt, l'inflexion méprisante d'une voix autoritaire, la manière dont une soie de qualité froisse contre le dossier d'une chaise en acajou. Chaque humiliation subie était une leçon de maintien. Chaque mot d'ordre était une pièce du puzzle qu'elle assemblait secrètement dans son esprit. Elle apprenait à devenir invisible tout en dévorant des yeux les codes de cette classe sociale qui la considérait comme un meuble. Elle comprit vite que la respectabilité n'était pas une vertu, mais une performance, une mise en scène coûteuse dont elle comptait bien voler le premier rôle. L'air de la Nouvelle-Angleterre était devenu trop lourd, saturé par le destin misérable de sa famille. Son père finirait par mourir seul à San Francisco, loin des siens, une preuve supplémentaire que la loyauté familiale était un fardeau pour ceux qui voulaient s'élever. Hélène regarda sa mère, une femme dévastée par 11 grossesses et des décennies de privation, et elle vit son propre futur comme une condamnation à mort. Elle refusa ce sacrifice. En 1857, à 10 à 9 ans, elle monta dans un train pour New York, avec pour seul bagage une haine froide de sa condition et une ambition qui confinait à la sociopathie. Durant le trajet de 200 miles, Hélène Walsh commença à se dissoudre. Elle laissa son accent, ses haillons et son passé dans la fumée de la locomotive, avant de découvrir comment une fille de domestique a pu s'introduire dans les alcôves du pouvoir et manipuler les hommes les plus influents de Manhattan. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces récits de métamorphoses impitoyables. New York, en 1857, était un monstre à 800 000 têtes. Un chaos de boue, d'or et de sang, où l'on pouvait se réinventer entre 2 blocs de maisons. En descendant du train au dépôt de la Hudson River, elle n'était déjà plus la même. Elle s'appelait désormais Ida Mayfield. Le nom sonnait noble, léger, printanier. Il effaçait d'un coup de pinceau les siècles de boue irlandaise de ses ancêtres. Elle ne cherchait pas un travail honnête. Elle cherchait une faille dans l'armure de la ville. Logée dans des pensions miteuses, elle dépensait ses derniers cents, non pas en pain, mais en journaux. Le Herald, le Tribune. Le Times était ses manuels de guerre. Elle ignorait les nouvelles du monde pour se concentrer sur les colonnes mondaines, ses inventaires de la vanité où l'on listait les invités des bals et les menus des dîners de gala. Elle étudiait les généalogies des dynasties new-yorkaises, comme un général étudie les fortifications ennemies. Elle ne voulait pas seulement entrer dans ce monde, elle voulait le posséder par le mensonge. Elle savait que pour réussir à New York, il ne fallait pas être vrai, il fallait être spectaculaire.
Et Ida Mayfield s'apprêtait à livrer la performance de sa vie devant l'homme qui allait devenir son marchepied vers la gloire. Elle avait identifié sa cible, un homme de pouvoir, un homme de presse, un homme dont elle connaissait déjà toutes les faiblesses avant même de lui avoir adressé la parole. Le piège était tendu et la proie n'avait aucune chance. Ces pages jaunies par l'encre ne racontaient pas l'actualité, elles cartographiaient une cité invisible qui palpitait juste au-delà des trottoirs boueux qu'elle arpentait. C'était un New York de soie et de grès brun, un monde de privilèges étanches où chaque nom pesait le poids d'un lingot d'or. Ellen Walsh dévorait ces colonnes mondaines avec la précision chirurgicale d'un général étudiant les failles d'une forteresse imprenable. Elle y apprit la géographie du mépris. L'aristocratie ancienne, celle de l'Old Money, toisait les parvenus du New Money qui eux-mêmes écrasaient le reste du monde sous leurs talons vernis. Dans cette jungle verticale, la réputation n'était pas un honneur, c'était une monnaie. Elle comprit que pour une femme, la valeur marchande se mesurait à la courbe d'un sourire, à la pureté d'un lignage et à l'éclat d'une dot. Elle possédait la beauté, une arme naturelle mais périssable. Elle décida d'inventer le reste. Elle ne voulait pas seulement entrer dans ce monde, elle voulait le braquer de l'intérieur. Le nom fut son premier crime. Ellen Walsh. 2 syllabes qui puaient la suie d'Oldham et la misère irlandaise. Ce nom criait ses origines à chaque fois qu'elle le prononçait, une étiquette de domestique collée sur son front. Il fallait quelque chose d'élégant, de vaporeux, quelque chose qui évoque la tiédeur des plantations et la lenteur aristocratique du vieux Sud. Elle choisit Mayfield. Le mot glissait sur la langue comme un mensonge bien huilé, évoquant des champs verdoyants et une vie de loisirs que ses ancêtres n'auraient même pas osé rêver. Ida Mayfield était née, mais un nom n'est qu'une façade. Il lui fallait des fondations. Elle bâtit alors un arbre généalogique de pure fiction, pièce par pièce. Son père devint Henry Mayfield, un riche planteur de sucre de Louisiane, un homme de terre et de sang noble. Sa mère fut transformée en descendante des comtes de Crawford, injectant une dose de noblesse écossaise dans ses veines roturières. C'était un édifice de papier, construit avec les lambeaux d'articles de presse et une imagination nourrie par la haine de sa propre condition. Elle pariait sur la vanité des puissants. Qui irait vérifier les registres de naissance dans les bayous reculés de la Louisiane? Qui écrirait en Écosse pour confirmer un cousinage? À New York, le monde croit ce qu'il a envie de croire, surtout quand le mensonge est servi par une jeune femme dont les manières sont aussi impeccables que son pedigree est inventé. Tant qu'elle parlerait le langage de l'élite, tant qu'elle porterait ses robes avec l'assurance de celle qui n'a jamais connu la faim, le masque ne bougerait pas. Mais il lui manquait une clé, un homme capable de lui ouvrir les portes de la citadelle. Son regard se posa sur un nom qui revenait sans cesse dans les gazettes. Benjamin Wood, propriétaire du New York Daily News, politicien influent, frère du maire de la ville, un homme de pouvoir, riche, vieillissant et, selon la rumeur, d'une moralité aussi flexible que ses intérêts financiers. Il aimait les femmes, il aimait la nouveauté, et il était surtout vulnérable à la flatterie la plus crue. Le 28 mai 1857, elle commit l'irréparable. Elle s'assit à une table de bois bancal et rédigea une lettre dont l'audace frôlait l'indécence pour l'époque. Ce n'était pas le courrier d'une jeune fille de bonne famille, mais le contrat d'une prédatrice. « Monsieur Wood, commençait-elle, ayant souvent entendu parler de vous, je me risque à vous écrire. » Elle affirmait avoir entendu une de ses anciennes amantes parler de son goût pour les nouveaux visages. « Je me dis que, puisque je suis nouvelle en ville et d'une apparence assez plaisante, je pourrais nouer avec vous une intimité agréable, d'une durée qui vous conviendrait. » Elle se décrivait comme belle, mais sans excès, et lui laissait une boîte postale pour sa réponse. Elle signa Nelly. Ce fut la dernière fois qu'elle utilisa ce diminutif de son ancienne vie, le dernier vestige d'Ellen Walsh avant que l'obscurité ne l'engloutisse tout entière. La lettre était un coup de dé sur le tapis vert d'un casino clandestin. Un homme d'honneur l'aurait dénoncé ou ignoré avec dédain. Mais Benjamin Wood n'était pas un homme d'honneur. C'était un collectionneur de trophées. Il répondit. Le rendez-vous fut pris. Lorsqu'il vit Ida Mayfield pour la première fois, il ne vit pas la fille de l'immigrant irlandais qui avait récuré les latrines du Massachusetts. Il vit une apparition. Ses cheveux sombres, ses traits fins, son port de tête qui semblait porter tout l'orgueil de la Louisiane, le subjuguèrent instantanément. Elle parlait de ses domaines disparus, de sa lignée illustre avec une conviction telle que la vérité semblait être une insulte,
Benjamin Wood était un homme qui passait ses journées à manipuler l'opinion publique à travers ses journaux, mais ce jour-là, il fut la victime de sa propre profession. Il tomba dans le piège d'une narration plus puissante que la sienne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en laissant cette femme entrer dans sa vie, il invitait un fantôme à sa table. Ellen Walsh était morte en montant les marches de l'hôtel, et celle qui se tenait devant lui n'avait plus rien à perdre, car elle n'existait déjà plus. Le grand jeu venait de commencer, et les enjeux n'étaient rien de moins que la fortune et l'oubli. L'arrangement entre Benjamin Wood et la femme qui se faisait désormais appeler Ida Mayfield était d'une clarté brutale, une transaction dénuée d'âme scellée sous les dorures de Manhattan. Benjamin achetait une jeunesse radieuse, une présence électrique et un silence absolu sur un mariage moribond qui ne servait plus que les apparences. Ida, elle, achetait les clés d'un royaume dont les portes lui auraient été fracassées au visage si son véritable nom avait été prononcé. En quelques semaines, elle n'était plus une simple connaissance. Elle était devenue une institution dans la vie du magnat. Benjamin la présentait comme une perle rare de Louisiane, une fleur de sucre égarée dans la jungle d'acier du Nord. Dans ce New York de l'âge d'or, la discrétion était la seule monnaie qui ne se dépréciait jamais. On ne posait pas de questions tant que le corset de la bienséance était assez serré pour étouffer les rumeurs. Ida maniait le mensonge avec la précision d'un horloger et la froideur d'un chirurgien. Elle ne se contentait pas de réciter un script, elle l'ornait de détails sensoriels qui rendaient la fiction organique. Elle parlait du parfum lourd des magnolias après l'orage, du murmure lancinant du Mississippi au crépuscule, de la voix de son père, ce Henry Mayfield, qui n'était qu'un spectre né d'une colonne de gazette. Personne ne vérifiait. Personne ne doutait. Pourquoi le ferait-il? La beauté, lorsqu'elle est assortie d'une telle assurance, est sa propre preuve. En 1860, elle était devenue le sujet de toutes les conversations. Une créature de plumes et de dentelles fragiles, naviguant dans ce que les chroniqueurs appelaient l'âge de l'ombrelle. Elle cultivait une aura de raffinement sudiste, parlant à mi-voix, se déplaçant comme si le sol n'était pas digne de son contact. Les hommes la trouvaient fascinante, les femmes la trouvaient menaçante. Ces deux réactions étaient les piliers de son pouvoir. Chaque après-midi, à 16 heures précises, le rituel de la vanité s'amorçait devant son domicile. 2 laquais en livrée, statue vivante de sa victoire sociale, l'aidaient à monter dans son équipage. Elle ordonnait au cocher de filer vers le Manhattan Club, le Saint des Saints, où Benjamin brassait ses affaires et ses trahisons. Dès qu'elle apparaissait, il quittait ses interlocuteurs pour la rejoindre. Ils remontaient ensemble la 5e avenue, traversant le luxe insolent des hôtels particuliers et des boutiques de mode. Ida se tenait droite, rigide comme une lame de rasoir, son ombrelle inclinée avec une précision mathématique pour protéger ce teint de porcelaine qu'elle entretenait religieusement à la vaseline. Elle ne riait jamais trop fort, elle ne s'affalait jamais. Elle était la perfection faite chair, une idole de cire que la haute société observait avec un mélange de convoitise et d'effroi. La fille du colporteur irlandais était devenue le miroir dans lequel l'élite new-yorkaise aimait se mirer, ignorant que le reflet était une pure illusion. Le point culminant de cette mascarade survint en octobre 1860. Le prince de Galles, futur Édouard VII, traversait l'Atlantique pour une tournée qui tenait plus de la procession divine que du voyage diplomatique. New York tremblait d'excitation. Le bal à l'Académie de musique s'annonçait comme le séisme social de la décennie. Ida était là, bien sûr. Au bras de Benjamin, elle pénétra dans une salle saturée de cristaux et de milliers de bougies dont la lueur masquait les péchés de l'Assemblée. Et là, sous les yeux de la crème de l'Amérique, Ida Mayfield se retrouva partenaire de danse du futur roi. La domestique du Massachusetts, celle qui vidait les latrines quelques années plus tôt, glissait désormais sur un parquet de marbre, sa main posée sur l'épaule de l'homme qui régnerait sur un empire. S'il a décelé une once de roture dans son maintien ou une hésitation dans son pas, il n'en a rien montré. Pour ces quelques minutes suspendues, elle était la reine qu'elle avait prétendu être, c'était le triomphe absolu de sa volonté sur la réalité. Moins d'1 an plus tard, une autre figure monumentale croisait sa route. En février 1861, Abraham Lincoln, le président élu d'une nation sur le point de s'autodétruire, faisait escale à New York. Le pays était une poudrière, la guerre civile une haleine chaude à la frontière. Grâce aux tentacules politiques de Benjamin Wood, une introduction fut organisée. Ida observa cet homme mélancolique, marqué par le poids d'un monde qui s'effondrait, sans se douter que sa propre existence était un champ de bataille tout aussi dévastateur. Chaque rencontre de ce niveau ajoutait une couche de blindage à son mensonge. Elle n'était plus une femme. Elle était un coffre-fort
dont elle seule possédait la combinaison. Mais dans l'ombre de ses triomphes, une question commençait à hanter le silence de ces nuits. Combien de temps peut-on jouer la comédie devant les puissants avant que le décor ne s'écroule? Car le passé, comme une bête affamée, finit toujours par retrouver l'odeur du sang dont il a été privé. Elle se tenait là, immobile, face à cette silhouette longiligne et spectrale qui s'apprêtait à devenir le 16e président des États-Unis. Ce qui fut murmuré entre Ida Mayfield et Abraham Lincoln, ce jour de février 1860, et un ne fut jamais consigné par l'histoire. Mais pour la fille de l'immigrant d'Oldham, cet instant valait plus que tous les titres de noblesse qu'elle s'était inventés. C'était la preuve ultime de sa métamorphose. Elle, la servante de Malden, serrait la main du sauveur de l'Union dans l'air glacé de New York. L'ironie de la scène était d'une violence délicieuse. Benjamin Wood et son frère Fernando étaient des démocrates purs et durs, des sympathisants du Sud qui détestaient Lincoln, méprisaient l'abolition et voyaient la guerre comme une erreur industrielle. Le New York Daily News, propriété de Benjamin, allait bientôt devenir le porte-voix des rebelles, un journal si incendiaire que le gouvernement fédéral finirait par le fermer pour sédition. Pourtant, là, dans le silence des salons, sa maîtresse souriait au tyran qu'il vilipendait chaque matin. Ida se taisait. Elle n'avait pas d'opinion. Elle n'avait que des intérêts. La politique était un jeu d'hommes, mais la survie était son domaine réservé. L'affaire dura des années, une éternité de patience calculée dans l'ombre d'une épouse légitime qui se fanait. Delia Wood n'était plus qu'une silhouette lointaine, une gêne domestique dont la santé déclinait avec une lenteur exaspérante. Ida attendait son heure. Elle avait misé toute son existence sur cette relation et elle n'était pas femme à se coucher avant d'avoir raflé la mise. Les années 1860 défilèrent, emportant avec elles le sang des champs de bataille et les certitudes de la nation. À New York, Ida Mayfield peinait à maintenir son illusion. Elle approchait de la trentaine, un âge où, dans cette société impitoyable, une femme sans mari n'est plus qu'une marchandise dévaluée. Mais elle ne s'était pas contentée de réchauffer le lit du magnat. Elle était devenue son cerveau, gérant ses affaires, polissant son image sociale, se rendant aussi indispensable que l'air qu'il respirait. En 1867, le dernier obstacle s'effondra. Delia Wood rendit l'âme. Benjamin fit alors ce qu'Ida exigeait depuis une décennie de soumission feinte. Il fit d'elle sa femme. La cérémonie fut un murmure, un événement privé qui n'eut pas les honneurs des gazettes qui autrefois célébraient chaque apparition d'Ida. Benjamin avait 47 ans. Elle en avait 29. La patience avait enfin payé sa dette. Si Ida espérait que ce morceau de papier changerait sa vie, elle se trompait lourdement. Benjamin restait Benjamin, un homme de réseau, d'alcôve et de cercle privé où l'on noyait l'ennui dans le Bourbon et les paris. Mais le mariage lui offrait la seule chose qui lui manquait encore, la légitimité. Madame Benjamin Wood pouvait désormais franchir des seuils interdits à mademoiselle Ida Mayfield. Elle entrait de plein pied dans l'une des dynasties politiques les plus toxiques de Manhattan. Son beau-frère, Fernando Wood, régnait sur la ville comme un seigneur médiéval. Maire à 3 reprises, il avait élevé la corruption au rang d'art majeur, contrôlant les élections et pillant les coffres publics avec une impunité qui forçait l'admiration des bandits de bas étage. Fernando Wood était une force de la nature, un homme capable de créer son propre département de police pour défier l'autorité de l'État, transformant les rues de New York en zone de guerre entre officiers rivaux. Les frères Wood fonctionnaient comme une tenaille. Benjamin tenait la plume du journal pour matraquer les opposants, tandis que Fernando tirait les ficelles au Mozart Hall, sa machine politique personnelle. C'était une entreprise familiale bâtie sur l'intimidation et une éthique aussi élastique que la conscience d'un bourreau. Ida observait tout. Elle apprenait que le pouvoir n'est pas une destination, mais une possession fragile. Et elle voyait surtout le danger qui rôdait dans le sang de son mari, une addiction plus dévastatrice que l'alcool ou la trahison, le jeu. Benjamin Wood ne jouait pas pour gagner, il jouait pour le frisson du gouffre. Les cartes, les chevaux, les spéculations boursières les plus folles, tout était prétexte à mettre son destin sur le tapis vert. Il avançait dans la vie avec l'insouciance obscène de ceux qui n'ont jamais connu la faim. Sa fortune était pour lui un puits sans fond, une réserve inépuisable pour alimenter ses nuits blanches. Parfois, la chance lui souriait avec un cynisme effrayant. Souvent, elle lui tournait le dos, laissant derrière elle des dettes qui auraient terrassé n'importe quel autre homme.
Sa légende s'écrivait dans les fumoirs sombres des clubs privés, là où les fortunes se font et se défont au rythme des respirations haletantes des parieurs. Un soir, alors qu'il était englué dans une spirale de pertes catastrophiques, Benjamin se retrouva à court de liquidités. Ses adversaires, des requins de la finance et de la politique, attendaient qu'il se retire. Mais Benjamin ne savait pas s'arrêter. Dans un geste de démence qui fit basculer le silence de la salle de jeu, il ne paria pas de l'or ni des bijoux. Il jeta sur la table le New York Daily News, son journal, sa voix. Le quotidien au tirage le plus massif du pays servait désormais de caution pour une main de poker. Les autres joueurs retinrent leur souffle. Un membre du Congrès des États-Unis venait de risquer son influence, son revenu et l'héritage de sa famille sur le retournement d'une seule carte. Ida, dans l'ombre de leur appartement luxueux, ne savait pas encore que son avenir se jouait sur un tapis de feutre, entre les mains d'un homme qui préférait la ruine à l'ennui. Mais elle allait bientôt comprendre qu'être la femme d'un joueur exigeait d'être encore plus impitoyable que lui. Car, dans cette famille, chaque gain était une promesse de perte, et chaque secret une arme chargée, qui finirait par exploser. Benjamin avait gagné cette main, mais le craquement des cartes sur le tapis vert masquait un désastre plus profond. Il gardait son journal, certes, mais il venait d'exposer son flanc à la seule personne capable de le dévorer tout entière. Ida, observatrice silencieuse dans l'ombre des rideaux de velours, n'avait pas vu un triomphe, elle avait vu un gouffre. Elle qui avait passé chaque seconde de son existence à fuir l'odeur de la suie et le goût du pain rassis, n'avait aucune intention de retourner dans le caniveau parce que son mari ne savait pas réprimer le tremblement de ses mains devant un carré d'as. La pauvreté était pour elle une bête féroce qu'elle avait réussi à mettre en cage. Elle ne laisserait pas Benjamin ouvrir la porte par pure vanité. Elle lui proposa alors un pacte, une sorte de contrat faustien déguisé en geste de paix domestique. Benjamin pourrait continuer à jouer, à parier, à se perdre dans les vapeurs du jeu. Elle ne l'importunerait pas, ne jouerait pas les épouses moralisatrices, ne ferait aucune scène de ménage. En échange, le prix de sa liberté était absolu. 50% de chaque gain, qu'il vienne des cartes, des champs de course ou des spéculations les plus folles, devait tomber directement dans l'escarcelle d'Ida. Ses pertes, en revanche, restaient siennes. Elle ne couvrirait aucune dette, ne signerait aucune caution, ne le relèverait jamais s'il tombait trop bas. C'était une logique de banquier appliquée au lit conjugal, une négociation glaciale menée par une femme qui avait compris que l'amour est une fiction, mais que l'indépendance financière est une forteresse. Benjamin accepta, peut être par amour, peut être par lassitude, ou par cette arrogance typique du joueur qui se croit éternellement protégé par le destin. Ce fut sa plus grande erreur stratégique. Pendant que Benjamin s'enfonçait dans une érosion financière lente mais inexorable, Ida accumulait l'or avec la patience d'une araignée. Elle convertissait ses parts en actifs intouchables, achetait des propriétés en son propre nom et allait jusqu'à prêter de l'argent à son propre mari, exigeant des intérêts sur chaque dollar. En 1879, le couperet tomba. Benjamin fut contraint à la faillite, vendant une part colossale de son précieux Daily News à William L. Brown pour ne pas finir en prison. Pendant que l'empire de son mari s'effritait, celui d'Ida devenait un bastion de granit. Elle avait compris la leçon des grandes familles qu'elle servait autrefois. Une femme dont la richesse dépend du bon vouloir d'un homme est une femme en sursis. L'argent n'était pas pour elle un moyen de jouissance, mais un bouclier contre l'oubli et le mépris. Benjamin, brisé par ses propres démons, lui écrivait des billets d'excuses pathétiques après ses nuits de débauche, signant invariablement « Malheureusement pour toi, ton mari Ben ». Ils continuaient leur promenade en calèche chaque après-midi, offrant au monde l'image d'un couple de la haute société en parfaite harmonie, mais la réalité était que la domestique de Malden était devenue la propriétaire de l'homme qu'il avait autrefois acheté. Avant de découvrir la trahison ultime, celle qui allait lier leur sang dans un mensonge biologique irréparable et faire de leur descendance une simple pièce de théâtre. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces chroniques de la noirceur humaine. Car au cœur de ce foyer, bâti sur le lucre et l'illusion, une enfant était apparue, une petite fille nommée Emma. Depuis les premiers jours de leur liaison, Ida et Benjamin l'avaient présentée au monde comme leur propre fille, le fruit naturel de leur union. Dans ce New York où les apparences dictaient la loi, personne ne s'était permis de questionner la légitimité de cette héritière. Emma Wood était l'enfant du miracle, celle qui devait sceller la respectabilité de la dynastie Wood. Mais la vérité était bien plus sinistre.
un vol d'identité qui s'étendait jusqu'à la chair. Emma n'était pas la fille d'Ida. Elle était sa sœur. Née en 1857, l'année même où Helen Walsh fuyait le Massachusetts, elle était le 11e enfant de Thomas et Anne Walsh. Ida l'avait arrachée à sa véritable mère pour en faire son propre accessoire social, effaçant d'un trait de plume les liens du sang pour servir sa narration. Elle avait transformé sa propre sœur en un mensonge vivant, une marionnette destinée à solidifier son statut de mère de famille respectable dans l'aristocratie new-yorkaise. Les certificats de naissance, enterrés sous des décennies de dissimulation, racontaient une histoire de prédation familiale où même l'innocence d'un berceau servait de monnaie d'échange. Ida ne se contentait plus de voler des noms et des fortunes. Elle volait désormais des vies entières pour s'assurer que le fantôme d'Helen Walsh ne revienne jamais hanter les couloirs de sa nouvelle existence. Et ce secret n'était que le premier d'une longue liste qui allait transformer leur suite d'hôtels en une prison dorée d'où personne ne sortirait indemne. Au cœur de cette architecture du mensonge, Emma Walsh n'était pas une enfant, elle était un accessoire de scène. Sa présence dans la vie d'Ida demeure l'une des énigmes les plus poisseuses de cette dynastie de carton-pâte. Imaginez cette nourrissonne, arrachée à la grisaille du Massachusetts pour servir de preuve vivante à la respectabilité d'une courtisane. Pour certains, ce n'était qu'une question de logistique brutale. Trop de bouches à nourrir chez les Walsh, une sœur aînée désormais riche à New York, et un arrangement silencieux pour effacer les traces d'une origine trop modeste. Une sœur venue de Malden aurait suscité des questions. Une fille, née dans l'opulence de Manhattan, validait un destin. Pourtant, une ombre plus épaisse plane sur ce berceau. Les enquêteurs, des décennies plus tard, murmureront une hypothèse bien plus dévastatrice. Emma n'était pas la sœur d'Ida, mais sa propre chair, le fruit clandestin d'une étreinte oubliée durant ses années de domesticité. Un secret si lourd qu'il aurait fallu le baptiser du nom de ses propres parents pour sauver les apparences. Cela expliquerait cette ferveur quasi maladive avec laquelle Ida a maintenu la fiction. Et pourquoi Emma a accepté de s'effacer, de se dissoudre, de n'être que l'écho d'une mère qui se faisait passer pour sa sœur. Une vie entière passée dans l'angle mort d'une autre. Benjamin Wood, le patriarche aux mains souillées par l'encre et les jeux d'argent, n'était pas une dupe. Il était un complice. Dans une lettre exhumée bien plus tard, adressée à un prêtre, il évoquait Emma avec une clarté qui ne laissait place à aucun doute sur leur lien réel. Il a joué son rôle de père avec une application de comédien de province. Peut être par lassitude, peut être par une forme de tendresse tordue, ou simplement parce qu'il était plus facile de revendiquer une fille illégitime que d'expliquer pourquoi sa maîtresse traînait derrière elle les lambeaux d'une famille d'immigrants. Il a emporté ce secret dans sa tombe, traitant Emma avec tous les égards dus à son rang fictif jusqu'à son dernier souffle. Mais le véritable mystère, c'est le silence d'Emma. Elle n'est pas restée une enfant, elle est devenue une femme, puis une vieille dame, portant chaque jour le poids d'une identité qui ne lui appartenait pas. À quel moment a-t-elle compris que son existence n'était qu'un paragraphe dans le grand roman d'Ida ? Elle n'a laissé aucune lettre, aucune confession, aucun cri de révolte. Elle n'a jamais cherché à franchir le seuil de cette vie de théâtre. Lorsque Benjamin s'est éteint, elle est restée. Lorsque Ida s'est emmurée vivante, elle s'est emmurée avec elle. Elle a vécu et elle est morte dans ce rôle imposé au berceau, prisonnière volontaire d'un scénario dont elle n'était pas l'auteur. Il y avait aussi Mary, une autre sœur Walsh, une autre Mayfield d'occasion. Elle gravitait dans la suite 552 comme une ombre périphérique, tour à tour sœur ou compagne, selon les besoins de la narration. Ces trois femmes formaient une trinité monstrueuse. Ida, la matriarche architecte. Emma, la fille éternelle dont l'identité était noyée sous le mensonge. Et Mary, la gardienne muette. Elles étaient liées par le sang, mais surtout par le crime d'avoir renié qui elles étaient. Le coût de cette mascarade ne se comptait pas en dollars, mais en années perdues, en soleil jamais vu, en respiration étouffée dans l'air raréfié d'un hôtel décrépit. Emma n'a pas survécu pour voir la porte s'ouvrir en 1931. Elle a rendu l'âme dans le confinement étouffant de ces deux pièces, entourée de vieux journaux et de lingots d'or inutiles. Jusqu'au bout, la fiction a triomphé de la chair. Sur les registres de l'hôpital, son nom est inscrit avec une froideur documentaire. Emma Wood, fille de Benjamin, et Ida. Même la mort n'a pas suffi à lui rendre son véritable nom. Elle est partie comme elle avait vécu,
sous une identité d'emprunt, dans le silence assourdissant d'une vie qui n'était qu'une répétition générale pour un spectacle qui n'a jamais eu lieu. Le témoin silencieux de cette tragédie reste cette porte de la suite 552, désormais refermée. Elle nous rappelle que le luxe et la célébrité ne sont parfois que les couches de vernis posées sur un abîme de solitude. Ida Wood avait tout sacrifié pour ne plus jamais être personne, pour finir par devenir une ombre errante dans un couloir d'hôtel, entourée des fantômes de ceux qu'elle avait aimés et trahis. L'histoire d'Ida, d'Emma et de Mary est celle d'une victoire totale du mensonge sur la réalité. Un monument élevé à la gloire de l'ambition qui finit par dévorer ses propres enfants. On peut s'inventer une vie. On peut s'inventer un nom. On peut même s'inventer un passé. Mais quand le rideau tombe, il ne reste que la poussière et le souvenir d'un secret que même l'or ne peut plus acheter. Le mensonge lui a survécu, comme une moisissure tenace sur une tapisserie de prix. Benjamin Wood s'est éteint le 20 et 1 février 1900, à l'âge de 80 ans, emportant avec lui les derniers vestiges d'une époque où l'on pouvait bâtir un empire sur un coup de dé et une montagne de cadavres politiques. Les nécrologies furent des chefs-d'œuvre d'hypocrisie journalistique. On y louait le patriarche, le magnat de la presse, le serviteur de l'État qui avait fait du New York Daily News le miroir de la nation. Pas un mot sur les dettes de jeu qui le rongeaient, pas une ligne sur la faillite honteuse de 1879, ni sur les nuits passées à parier l'avenir de sa famille sur un carré d'as. Ida, glaciale sous son voile de deuil, orchestra une sortie de scène digne d'une tragédie antique. Pas de funérailles publiques, pas de défilé de flatteurs venant pleurer sur un cercueil qu'ils auraient volontiers pillé. Elle ferma sa porte aux condoléances, laissant la haute société murmurer sur cette veuve trop fière, trop étrange, trop absente. La vérité était que la pièce était terminée. Ida avait joué le rôle de l'épouse sudiste pendant 40 ans. Le rideau tombait, et elle n'avait aucune intention de saluer le public. En quelques mois, elle liquida l'héritage. Le New York Daily News, ce navire amiral que Benjamin avait un jour misé sur un tapis vert, fut vendu à prix d'or. Ida se retrouvait à la tête d'une fortune colossale, mais elle était désormais une île. Le manoir familial, jadis peuplé de sénateurs et de courtisanes, n'était plus qu'une carcasse de pierre trop vaste pour ses secrets. Elle commença alors une étrange transhumance, errant de palace en palace avec Emma et Mary, ses deux ombres fidèles. Elle glissait dans les couloirs des grands hôtels comme des spectres d'une ère disparue, occupant des suites luxueuses quelques mois avant de disparaître à nouveau. C'était une répétition générale pour l'oubli. Mais le véritable déclic, celui qui allait sceller son destin, survint en octobre 1907. Le système financier américain s'effondra comme un château de cartes mouillées. Ce fut la panique de 1907. New York devint le théâtre d'une hystérie collective. Les banques fermaient leurs portes, les épargnants hurlaient leur désespoir sur le pavé, les fortunes de toute une vie s'évaporaient dans la fumée des cigares des courtiers. Ida observa ce chaos avec un mépris souverain. Elle se souvenait de 1893. Elle savait que la confiance des hommes est une illusion et que les institutions ne sont que des façades de papier. Pendant que les autres attendaient un miracle, elle passa à l'attaque. Elle se rendit dans ses banques et exigea le retrait immédiat de la totalité de ses avoirs. Pas une partie, pas une somme raisonnable. Tout. Elle repartit avec plus d'1 million de dollars en liquide, une somme qui représenterait aujourd'hui plus de 30 millions de dollars. Elle exigea de gros billets, des certificats d'or, des titres aux porteurs. Elle voulait sentir le poids de sa survie entre ses mains, loin de la solvabilité douteuse des banquiers et de la stabilité fragile du monde moderne. Elle choisit l'hôtel Herald Square pour son anonymat feutré. C'était un établissement de passage où l'on ne posait pas de questions aux résidents de longue durée qui payaient d'avance et en espèces sonnantes et trébuchantes. Ida loua des chambres communicantes et imposa ses conditions. Aucun service de chambre, aucun nettoyage, aucune intrusion. Le monde extérieur n'existerait plus que par les journaux déposés sur le paillasson et la nourriture livrée devant la porte. En 1907, à 69 ans, Ida Wood ferma le verrou. À l'extérieur, le XXe siècle hurlait sa modernité, avec ses automobiles pétaradantes et ses téléphones intrusifs. À l'intérieur, le temps s'était figé dans une pénombre viciée. On a parlé de folie, de paranoïa, de démence sénile. Mais pour celle qui s'appelait autrefois Ellen Walsh, ce n'était qu'une stratégie ultime. Elle avait passé 50 ans à construire un mensonge monumental. Elle ne pouvait plus supporter le regard des vivants qui risquaient de le débusquer.
Elle préférait la solitude de sa prison au risque de l'exposition. La vie derrière ces portes closes devint une litanie de jours identiques, rythmée par le froissement du papier. Ida se levait à l'aube, fidèle à ses habitudes de domestique. Elle dévorait les journaux, non plus pour apprendre les codes de la société, mais pour observer de loin l'effondrement de ce monde qu'elle avait quitté. Elle suivait les guerres, les chutes de présidents, les scandales boursiers, comme une divinité déchue, contemplant les fourmis s'agiter dans la poussière. Chaque titre de journal lui confirmait qu'elle avait eu raison de se retirer. Le monde changeait, mais la trahison restait la seule constante. Emma et Marie s'étiolaient à ses côtés, prisonnières d'une femme qui avait décidé que l'obscurité était la seule protection contre la vérité. Elle vivait sur des œufs, des craquelins et du café, au milieu de montagnes de journaux jaunis qui commençaient à saturer l'espace, transformant la suite 552 en un labyrinthe de papier et d'or. Le silence de ces chambres cachait pourtant un dernier frisson, une promesse de scandale que même 24 ans de reclusion ne parviendraient pas à étouffer. Car dans les malles empilées sous la poussière, entre les certificats d'action et les bijoux de prix, dormait la preuve que l'imposture d'Ida Wood n'était que la partie émergée d'un abîme bien plus sombre. Elle attendait, immobile, que la mort vienne enfin réclamer son dû, ignorant que son grand secret allait bientôt exploser à la face d'une Amérique en ruine, transformant son tombeau en un spectacle que personne n'oublierait jamais. À travers la vitre encrassée de la suite 551, le monde extérieur n'était plus qu'une abstraction frénétique. New York s'élevait vers le ciel, les gratte-ciels de métal et de verre griffant l'azur, tandis que le vacarme des klaxons et des chantiers montait comme une marée incessante. Rien de tout cela n'atteignait plus Ida Wood. Elle avait décrété que le progrès était une vulgarité et que l'avenir était un piège. Mary, la sœur de l'ombre, restait le seul point de contact avec cette réalité honnie. C'était elle qui entr'ouvrait la porte, le visage à peine visible, pour saisir les plateaux de nourriture et les liasses de journaux. C'était elle qui, avec une régularité de métronome, glissait les paiements du loyer sous le nez de la réception, accompagnée de quelques mots laconiques pour assurer que Madame Wood se portait à merveille. Mensonge de courtoisie. Vérité de façade. Emma, elle, s'était dissoute dans l'atmosphère viciée des pièces. Elle n'était plus qu'une présence résiduelle, une enfant vieillie qui n'avait jamais connu d'autre boussole que la volonté de faire d'Ida. Dans ce huis clos, elle raccommodait des robes que personne ne verrait jamais et classait des boîtes dont le contenu appartenait déjà au passé. Le personnel de l'hôtel s'était habitué à ce mystère rentable. Les directeurs se succédaient, les grooms devenaient des portiers aux cheveux blancs, mais les recluses de la 551 demeuraient immuables. Elles étaient les excentriques de luxe, celles qu'on ne dérange pas tant que le lucre coule à flot. On ne se demandait plus pourquoi aucune femme de ménage ne franchissait le seuil, ni comment 3 femmes pouvaient survivre dans l'air immobile d'un appartement jamais aéré. L'argent achetait le silence, et Ida Wood en avait plus que de raison. Le monde ne pénétrait plus chez elle que sous forme d'encre noire sur papier gris. Ida dévorait les colonnes de la Grande Guerre, voyant avec une indifférence glacée des millions de jeunes hommes s'évaporer dans la boue de l'Europe. Elle lut l'arrivée des années folles, le Charleston, les jupes courtes et l'insolence d'une bourse qui grimpait jusqu'aux nuages. Puis vint le jeudi noir de 1929, alors que les banquiers se jetaient par les fenêtres de Wall Street et que les fortunes de l'aristocratie new-yorkaise se transformaient en cendres, Ida dut ressentir un frisson de triomphe. Elle avait eu raison 22 ans plus tôt. Elle n'avait rien confié à ces institutions de verre. Elle n'avait pas misé son destin sur la parole d'un homme ou la stabilité d'un système. Son million de dollars, cette fortune de 30 millions de dollars actuels, dormait dans des boîtes à biscuits et des coutures de soie indifférents à la chute du capitalisme. Elle était la seule gagnante d'un jeu dont elle avait quitté la table depuis longtemps. Mais l'or ne peut pas racheter les poumons usés par la poussière. En 1928, Emma fut la première à céder. Elle n'avait jamais été robuste, sa santé ayant été sacrifiée sur l'autel de la paranoïa de sa sœur. Lorsqu'elle tomba gravement malade, Ida fut contrainte à l'impensable, laisser un étranger franchir le sanctuaire. Les médecins qui pénétrèrent dans la suite furent frappés d'horreur par les conditions de vie de ces millionnaires, vivant comme des rats dans un entrepôt de papier. Emma fut emportée vers un hôpital pour y mourir loin du tombeau qu'elle avait habité pendant 2 décennies. Elle fut enterrée sous le nom d'Emma Wood, fille de Benjamin et Ida. Le mensonge était si profond qu'il suivait les morts jusque dans la terre. Il ne restait plus que 2 spectres, Ida, 93 ans, et Mary, octogénaire chancelante. Les pièces parurent soudain plus vastes, plus froides,
saturé par l'absence de celle qui n'avait été qu'un reflet. 3 ans passèrent encore dans ce silence de crypte. En 1931, elle avait survécu à son mari de 31 ans, à sa sœur de 3 ans et à l'âge d'or lui-même. Mary était désormais à l'agonie et Ida, la régisseuse de cette illusion de 7 décennies, comprit que le verrou allait sauter. Elle n'était pas prête à affronter la lumière, mais le destin n'attend pas les fantômes. Lorsque Mary rendit son dernier souffle, la porte de la 552 s'ouvrit enfin sur une Amérique en pleine dépression, affamée de scandales et d'argent facile. La presse se jeta sur l'affaire comme une meute de loups sur une carcasse chaude. En quelques jours, Ida Wood devint la femme la plus célèbre du pays. Les titres hurlaient l'incroyable, la recluse millionnaire, la veuve au trésor caché, l'avare de Broadway. Dans un pays où les familles mouraient de faim, l'image de cette vieille femme assise sur $1 million en liquide, se nourrissant de craquelins périmés, électrisa l'imagination populaire. Les reporters campaient dans le hall de l'hôtel, soudoyant les employés pour un détail, une miette, une photo de ce visage que le temps avait épargné grâce à la graisse de pétrole. Ils exhumèrent les vieux portraits de la Belle du Sud, cherchant dans ses yeux d'autrefois la clé de sa folie d'aujourd'hui. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la fortune n'était que l'appât. Le véritable trésor, celui pour lequel des centaines de prétendus héritiers allaient bientôt se déchirer, n'était pas fait d'or, mais d'une identité volée qui attendait, tapie dans l'ombre, d'être enfin mise à nu. Le témoin silencieux de cette débâcle n'est plus une porte, mais une boîte à chaussures défoncée, oubliée sous un lit de sanatorium. Elle ne contient pas de souvenirs, mais des titres de propriété et des bijoux dont l'éclat insulte la misère ambiante de 1931. À l'extérieur, New York hurle sa faim, mais dans les couloirs stériles où Ida Wood a été transférée, le temps s'est arrêté. La femme qui a passé une génération entière à fuir le regard du monde est devenue l'objet d'une fascination obscène. On veut voir la sorcière, on veut toucher l'or de la recluse. Mais Ida, du haut de ses 93 ans, oppose une fin de non-recevoir. Elle ne collabore pas, elle ne s'explique pas. Aux journalistes qui tentent d'arracher un mot à ses lèvres flétries, elle n'offre que le vide. Et tout tenter, Aux avocats qui l'interrogent sur l'origine de son empire, elle répond par des monosyllabes glacés ou par un silence qui pèse plus lourd que ses coffres. Elle a gardé le secret pendant 70 ans. Elle ne va pas l'offrir maintenant à des inconnus en costume 3 pièces. Elle est une forteresse de chair et d'os, une relique dont l'esprit commence à dériver entre les époques, confondant les balles de l'âge d'or avec la blancheur clinique de sa cellule. Mais la justice n'a que faire de la poésie du silence. Marie est morte, Emma n'est plus qu'un nom sur une pierre tombale mensongère, et Ida est jugée incapable de gérer les ruines de sa propre existence. Le tribunal nomme une société de fiducie pour administrer l'épave. Ce que les experts découvrent en fouillant les archives de sa vie dépasse l'entendement. Ce n'est pas seulement du liquide cousu dans des jupons. On exhume des comptes bancaires oubliés depuis la fin du siècle dernier, des coffres-forts dont les clés étaient perdues sous des montagnes de journaux, des titres de propriété couvrant toute la ville. La valeur totale de ces avoirs est un vertige. Plus d'1 million de dollars de l'époque, soit 30 millions aujourd'hui. Dans une Amérique où le pain est devenu un luxe, l'annonce de cette fortune déclenche une fièvre de l'or d'une violence inouïe. La charogne est exposée et les vautours ne tardent pas à fondre sur elle. En quelques mois, plus de 1000 individus déposent des réclamations contre la succession Wood. C'est un défilé de la misère et de la cupidité humaine. Ils arrivent de partout, armés de généalogies bricolées et de souvenirs inventés. Certains se disent cousins éloignés de Benjamin Wood, traçant des lignées fantaisistes jusqu'à l'époque coloniale. D'autres jurent être les héritiers directs d'Ida Mayfield, les descendants de ce planteur de sucre de Louisiane qui n'a jamais existé que dans l'imagination d'une servante irlandaise. On voit des veuves éplorées, espérant un miracle pour éviter l'expulsion, des chasseurs de primes professionnels qui traquent les héritages vacants comme des limiers, et des escrocs de haut vol qui parient sur le chaos pour rafler la mise. C'est un miroir déformant de la société américaine de 1931. Tout le monde veut une part du cadavre, et personne ne se soucie de la vérité. Avant de découvrir comment un simple avocat a réussi à briser l'armure de 70 ans de mensonges et quel détail insignifiant a fini par trahir la reine de l'imposture. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de cette autopsie d'une vie volée. Le problème est de prouver quoi que ce soit. Ida, dont le cerveau a été le coffre-fort le plus sûr de Manhattan, commence à faillir.
Le tas de la soupe Bourvi, Ida de la soupe oublie. Est-ce une réelle démence sénile ou une ultime performance pour protéger son passé? Elle parle à des fantômes, mélange les présidents qu'elle a croisés, oublie parfois où elle se trouve, mais revient toujours à sa légende. Elle est la fille de Henry Mayfield de Louisiane. Le tribunal de New York se retrouve face à un casse-tête sans précédent. $1 million, 1000 prétendants, et une héroïne qui n'est peut être qu'une ombre. Il faut un homme de méthode pour démêler ce nœud de vipère. Ce sera Joseph Cox, un jeune avocat à la patience de bénédictin. Il ne s'intéresse pas aux histoires de planteurs de sucre ou aux récits de bals princiers. Il s'intéresse à la trace que laisse chaque homme sur Terre, l'encre des registres. Joseph Cox décide de remonter le temps, de dépecer la vie d'Ida Wood document par document. Il cherche la faille, l'incohérence, le grain de sable dans l'engrenage parfait de sa fiction. Il épluche les certificats de mariage, les actes de vente, les correspondances jaunies, cherchant une signature qui ne correspondrait pas, une date qui se heurterait à la réalité. C'est un travail de titan, mais Cox a l'intuition que les mensonges les plus parfaits s'effondrent toujours par un détail que l'on pensait insignifiant. Et c'est là, dans un recoin poussiéreux d'une archive que personne n'avait ouverte depuis la guerre de sécession, que la première fissure apparaît. Un nom, une adresse, un lien que même Ida Wood n'avait pas réussi à effacer totalement. Le magnifique canular allait enfin être mis à nu, et la vérité allait s'avérer bien plus brutale que toutes les fables de Louisiane. Le rideau se lève sur l'acte final, et ce que Cox s'apprête à révéler va faire trembler les fondations de la haute société new-yorkaise. Le témoin silencieux de cette débâcle n'est plus une porte, mais une lettre oubliée, un morceau de papier jauni que Benjamin Wood avait adressé à un prêtre catholique des années avant de rendre l'âme. Joseph Cox, ce jeune avocat à la patience de prédateur, s'arrête net sur un détail. Dans ce courrier, Benjamin évoque Emma avec une distance sémantique qui ne sied pas à un père. L'incohérence est une fissure, et Cox va s'y engouffrer avec la férocité d'un homme qui a juré de déterrer la vérité. Si Emma n'était pas sa fille, qui était cette ombre qui avait vieilli dans la suite 552? Et si Ida avait menti sur le sang de son enfant, sur quoi d'autre avait-elle bâti son empire de papier? Cox remonte la piste, quittant les dorures de Manhattan pour les archives poussiéreuses du Massachusetts. Là, sous des décennies de silence administratif, il déniche l'acte de naissance original. Emma Walsh, fille de Thomas, et Anne Walsh. Le château de cartes s'effondre dans un bruit sourd. Emma n'était pas l'héritière Wood, elle était la sœur d'Ida. La piste du nom Walsh traverse l'Atlantique, ramenant l'enquête vers les brumes industrielles de l'Angleterre. À Oldham, dans le Lancashire, les registres paroissiaux ne mentent pas. La femme qui se faisait appeler Ida Mayfield, la muse des présidents, la cavalière du futur roi, avait été baptisée Helen Walsh. Il n'y avait jamais eu de Henry Mayfield, jamais eu de plantation de sucre en Louisiane. Jamais eu une once de noblesse sudiste dans ses veines. L'élégante Madame Wood n'était qu'une ouvrière textile déguisée, une fille de la suie qui avait volé le destin d'une reine. Cox assemble ses preuves avec une précision de procureur, traçant l'odyssée de cette famille d'immigrants irlandais, des bas-fonds de l'Angleterre au quartier ouvrier de la Nouvelle-Angleterre. Il retrouve les descendants des frères et sœurs d'Hélène, des instituteurs, des clercs, des ouvriers qui ignorent tout de cette tante millionnaire. Pour ces gens de peu, l'existence d'Ida est une légende urbaine qui s'avère soudainement réelle et sonnante. Le procès qui s'ensuit est une mise à mort sociale. Devant le tribunal des successions de New York, Cox expose chaque mensonge, chaque faux-semblant, chaque trahison. La foule des 1100 prétendants, armés de leur généalogie de fantaisie, voit ses espoirs se dissoudre dans l'encre des documents officiels. Les descendants des planteurs de Louisiane sont renvoyés à leur néant. Les seuls héritiers légitimes sont les Walsh, cette lignée d'immigrants qu'Ida avait passé 70 ans à nier, à mépriser, à effacer. Confrontée à ces preuves, Ida ne dit rien. À 94 ans, emmurée dans son sanatorium, elle semble avoir déjà quitté le monde des vivants. Elle n'offre aucune confession, aucune défense, aucun regret. Elle attend la fin, dépouillée de son nom de scène, mais drapée dans un mutisme souverain. Elle reste, jusqu'au bout, une énigme que même la justice ne peut tout à fait déchiffrer. Le tribunal identifie finalement 10 héritiers légitimes. Pour ces familles de la classe ouvrière, broyées par la Grande Dépression, cet héritage tombe comme une manne divine. Des enseignants remboursent leurs hypothèques, des ouvriers lancent des commerces, des enfants partent pour l'université.
La fortune qu'Ida avait thésaurisée avec une avarice maladive, préférant mourir de faim plutôt que de dépenser un centime, retourne enfin dans les mains de ceux qu'elle fuyait. C'est l'ironie suprême du destin. Helen Walsh s'était évadée de la pauvreté par le génie du mensonge. Elle avait dupé la plus haute société de Manhattan pendant un demi-siècle, pour finir par ramener, après un long détour circulaire, tout son or au foyer qu'elle avait renié. Son grand saut vers l'inconnu n'était, au compte final, qu'une boucle tragique, revenant à son point de départ. Ida Wood s'éteint le 12 mars 1932 dans la solitude clinique d'un sanatorium privé. Elle a 94 ans. Celle qui avait commandé l'attention des bals les plus prestigieux de New York s'en va dans une petite chambre, veillée par des infirmières qui ne voient en elle qu'une vieille patiente au dossier complexe. Les journaux publient de brèves nécrologies, notant la résolution du mystère qui avait tenu l'Amérique en haleine pendant 1 an, avant de passer à d'autres drames, car la dépression n'est pas avare de misère. Elle est enterrée à New York sous une pierre simple. Le nom gravé dans le granit est Ida Wood. Ni Helen Walsh, ni Ida Mayfield. Le nom qu'elle s'est choisi, celui qu'elle a porté comme une armure pendant 65 ans, l'accompagne dans la terre. Dans la mort comme dans la vie, elle reste la personne qu'elle a décidé d'être, défiant la vérité jusqu'au bout du voyage. Un siècle plus tard, que reste-t-il d'elle? Elle était une menteuse professionnelle, une usurpatrice qui a trompé son mari, effacé ses parents et sacrifié sa sœur sur l'autel de son ambition. Elle a vécu dans une fiction permanente, manipulant ceux qui croyaient la connaître. Mais elle était aussi une femme née sans rien dans un monde qui ne donnait rien aux siens. Elle a refusé que ses origines soient ses limites. Dans une société obsédée par le lignage et l'accent, elle a inventé ses ancêtres et perfectionné sa voix. Elle a vu les règles du jeu social et a décidé de réécrire le manuel. Il y a une beauté sauvage dans cette insoumission, une force brute dans ce refus de s'excuser. Elle n'a demandé d'aide à personne, n'a attendu aucune permission. Elle a regardé le monde tel qu'il était et s'est remodelée pour le conquérir. L'âge d'or a produit des fortunes bâties sur le sang et la fraude, des barons voleurs qui ont écrasé des milliers de vies pour accumuler de l'or. La tromperie d'Ida Wood n'a blessé personne directement. Elle n'a pris que ce qu'on lui offrait volontiers. Elle a simplement menti sur son identité pour accéder à une vie qui lui était interdite. Son histoire perdure parce qu'elle touche à une vérité inconfortable. L'identité n'est qu'une construction. Et nous sommes tous, en partie, des personnages de fiction. Elle a seulement poussé cette logique plus loin que quiconque n'oserait le faire. Helen Walsh est née sans héritage et sans avenir. Ida Wood est morte millionnaire. Ses secrets ont été exposés, mais son accomplissement reste gravé dans l'histoire de New York. Elle s'est inventée elle-même, et dans ce geste radical, elle a prouvé que la volonté est parfois plus forte que le sang.